Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'IRIS, qui est la première de l'année 2025, donc l'occasion évidemment de vous souhaiter à toutes et tous une belle année 2025, indépendamment de tous les risques et menaces qui pèsent sur la planète et malheureusement qui sont nombreux. On va aujourd'hui pour cette chronique un petit peu évoquer les jalons qui vont un petit peu marquer l'année politique et géopolitique en Amérique latine. Ça ne veut pas dire que ce sera exhaustif et qu'on est capable par définition bien sûr de prévoir ce qui va se passer, car non, mais on peut déjà un petit peu montrer ou indiquer quelles sont les choses à suivre sur ces domaines politiques et géopolitiques pour la région latino-américaine dans l'année 2025. Alors d'abord dire que l'Amérique latine est toujours confrontée à beaucoup de difficultés structurelles qui nous indiquent toujours aussi les évolutions politiques à venir. Ces difficultés, elles sont d'ordre économique et social, toujours, d'abord, à ce niveau-là, un peu partout. En deux mots, la région continue en fait d'expérimenter une période compliquée sur le plan économique partout. Ce sont des pays, aujourd'hui les pays latino-américains, confrontés à des performances commerciales et économiques assez limitées, pas moroses, pas graves, moins graves que les années précédentes, lors des années 2010 ou de la crise du Covid, mais en tout cas les performances des économies latino-américaines sont en deçà de ce qu'elles étaient il y a quelques années en arrière et en deçà de ce que sont les performances de l'économie internationale en général, elle-même assez taciturne. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est de savoir que si je mets de côté les pays en guerre ou en partie au Proche-Orient actuellement, dans les situations que nous connaissons, c'est en Amérique latine qu'on trouve les croissances les plus faibles de tout le monde émergent pris dans sa globalité. Ça, c'est une première chose, donc c'est un premier défi, et c'est dans ce contexte-là que la région va continuer de connaître, une année politique assez intense, en particulier liée au fait qu'il va y avoir plusieurs élections importantes en 2025 de nouveau dans cette région et dont je vais vous donner les principales dates. Alors la première élection qui va nous intéresser en Amérique latine cette année, et sur laquelle nous reviendrons bien sûr dans ces chroniques, c'est en Équateur que ça va se passer. Ça commencera le 9 février, c'est la date de l'élection. Il y aura peut-être un deuxième tour pour la présidentielle le 13 avril, s'il y a un deuxième tour pour cette élection. Le 9 février, on aura des élections générales, donc en présidence, et aussi le Parlement. Et puis au-delà de ça, l'ensemble des autres institutions du pays. C'est important, pourquoi ? Parce que l'Équateur, pays sud-américain andin, revient assez régulièrement désormais dans l'actualité internationale par le biais de la question du narcotrafic, hélas, de la criminalité organisée. L'Équateur est devenu un des pays les plus violents d'Amérique latine. Il est arrivé en tête des statistiques de violence dans la région depuis un an ou deux, parce que l'Équateur est devenu une sorte de nouvelle Colombie en fait de l'Amérique du Sud, dans le sens où c'est devenu un peu la plaque tournante des cartels, du narcotrafic, en particulier d'ailleurs vers l'Europe, puisque l'essentiel des exportations de drogue et de cocaïne en particulier sont destinées depuis l'Équateur au marché européen, avec toutes les problématiques qu'on connaît autour de ce sujet désormais en France, mais plus largement en Europe. C'est un pays qui sous-traite pour les cartels mexicains l'industrie de la cocaïne aujourd'hui, et donc ce pays est revenu beaucoup ces derniers temps dans l'actualité de ce fait, et dans ce cadre-là, le président, le jeune Daniel Noboa, de la droite équatorienne, s'impose aujourd'hui un peu sur le modèle de M. Bukele au Salvador, comme une tentative de réponse de la main dure, avec une ligne de plus en plus dure sur l'affrontement au cartel, sur la guerre contre les narcotrafiquants, avec tout un tas de problématiques, là aussi, la première d'entre elles, le fait que nulle part ça n'a fonctionné, nulle part, et qu'aujourd'hui l'Équateur, peu à peu, rentre dans cette logique qui est celle qu'a connue le Mexique avant lui, ou la Colombie, et donc c'est le troisième pays aujourd'hui qui est confronté à tout cela de manière aussi intense, et donc on part d'une mexicanisation de l'Équateur pour la partie où on rentre dans une guerre de l'État contre le narcotrafic, et de colombinisation du pays par rapport au fait qu'il
devient complètement, disons, rongé par le narco. Alors, l'élection qui va s'y passer sera donc très importante. Il faut savoir que dans le cadre de sa politique, M. Noboa souhaite un changement de la constitution équatorienne pour que cette dernière permette la réouverture de bases militaires étrangères sur son territoire. Bien sûr, l'idée de M. Noboa, c'est de permettre la venue sur son territoire des forces armées et des bases dans les bases de l'armée américaine. C'est son idée, c'est qu'il veut une coopération sécuritaire affirmée auprès des États-Unis et en particulier de Donald Trump, désormais élu, pour que l'Équateur redevienne une sorte de base sécuritaire américaine dans la région au nom de la lutte contre le narco et la criminalité organisée. Ça, c'est un gros enjeu, bien sûr, parce qu'on sait que la politique contre le narco, la coopération anti-drogue est souvent, pour les États-Unis, un moyen d'avoir un biais d'influence plus général sur le plan géopolitique dans la région latino-américaine. Donc c'est un enjeu de la période pour l'Équateur. Reste à savoir si M. Trump souhaitera avoir une politique comme ça d'expansion ou de présence dans la région. C'est une question ouverte qui n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Deuxième élection importante dans la région, ça va être en Bolivie. Ça se passera dans le deuxième semestre, fin août, le 17 août pour être précis, élection en Bolivie avec un deuxième tour là aussi qui pourrait arriver en octobre pour un deuxième tour éventuel. Pays en crise économique la plus profonde que la Bolivie ait connue depuis le début des années 2000, c'est maintenant que c'est en train d'arriver. Une crise politique terrible puisque à la tête de l'État se déchirent l'ancien président Evo Morales et l'actuel Luis Arce qui fut à l'époque où Morales était président, son ministre des Finances et de l'Économie. Aujourd'hui, c'est une guerre fratricide qui les oppose en Bolivie, avec tout un tas de rebondissements quasiment hebdomadaires, et cette guerre fratricide pourrait, s'ils n'arrivaient pas à s'entendre, s'ils partaient tous les deux en campagne, ou s'il n'y avait pas une entente pour un candidat de leur camp unique, pourrait favoriser finalement, là aussi, une victoire de la droite dure bolivienne. C'est un des enjeux dans le pays qui connaît cette crise économique très profonde, mais qui est le pays qui dispose, avec le Chili et l'Argentine, des plus grandes réserves au monde de lithium, ce qui n'est pas sans intéresser les États-Unis, encore une fois, et en particulier un certain Elon Musk, dans ses fonctions à la fois de ministre, de membre du gouvernement de l'administration Trump, mais aussi, comme nous le savons, homme le plus riche de la planète, avec Tesla, Starlink, etc., où le lithium, pour lui, c'est évidemment fondamental. Donc tout ça, il faudra le suivre très attentivement, cette élection bolivienne. Autre élection importante, ce sera en Argentine, à peu près à la même période, enfin en octobre, le 26 pour être précis, des élections législatives très importantes pour Javier Milei. Ce sera un test pour lui, puisque Javier Milei n'a aucune majorité au Congrès. Il dépend d'une alliance avec la droite de M. Mauricio Macri, l'ancien président de 2015 à 2019. Et est-ce que M. Milei va consolider son pouvoir, est capable que son parti Libertad Avance puisse disons lui donner une majorité réelle ou pas, ou est-ce qu'il y aura un recul du poids politique de Milei dans quelques mois au gré de ces politiques d'austérité qu'il administre de manière à la tronçonneuse, comme il dit actuellement en Argentine. Ce sera à suivre cette année avec ce point de chute que seront les élections législatives en Argentine. Enfin, au Chili, une élection aussi très importante, des élections générales, présidentielles, législatives, etc. Enfin, législatives et présidentielles, qui se passeront en novembre et en décembre s'il y a un deuxième tour, le 16 novembre pour le premier et éventuellement le 14 décembre pour le deuxième. Le Gabriel Boric, 4 ans à la tête du pays, le plus jeune président d'Amérique latine de gauche, arrive au terme de son mandat, il ne pourra pas se représenter. Là aussi, les questions sont ouvertes. Le Chili, qui est une économie qui a des difficultés, mais qui elle aussi est assise sur un trésor, le lithium, qui essaye de rajouter à sa filière cuivre le lithium comme, disons, filière stratégique de son économie. Pays qui aujourd'hui tente de nouer des relations à la fois avec les États-Unis, à la fois avec la Chine. Donc là, le pays va être en élection. M. Boric ne se représentera pas. Est-ce que la gauche, la coalition centre-gauche au pouvoir, va pouvoir le conserver? Question ouverte. Alors que
elle a plutôt perdu du terrain face à la droite et à l'extrême droite, mais surtout à la droite modérée, traditionnelle tout du moins, qui aujourd'hui reprend des couleurs dans le paysage et a repris du terrain sur l'extrême droite de monsieur José Antonio Cast, mais rien n'est joué et on verra si le Chili peut rester au centre-gauche ou si l'extrême droite ou la droite de type Milei ou Bolsonaro pour l'extrême droite de monsieur Cast ou droite traditionnelle l'emporteront. C'est ce que nous donnerons à voir ces élections. Fin novembre aussi, enfin, élection au Honduras. Là aussi, pays centra-américain très déstabilisé, soumis à beaucoup de pression liée au narco, au crime organisé, à la corruption et aussi aux États-Unis. Est-ce que là aussi la gauche restera au pouvoir de Mme Ximena Castro? C'est une question ouverte. Donc on voit que partout en Amérique latine, il va y avoir des scénarios qui vont nous dire quelque chose de la situation géopolitique et qui nous diront les équilibres politiques à la fin de l'année 2025 qui pourraient être différents de ceux de 2024. Enfin, un dernier mot sur l'année, bien sûr, ça va être l'influence de Donald Trump. Il va prendre le pouvoir, l'investiture, c'est le 20 janvier 2025 pour Trump. On voit qu'il fait des déclarations incendiaires sur le Mexique, dont il considère qu'ils sont mauvais en tout, lutte contre l'immigration, lutte contre le narcotrafic, qu'il serait le cheval de Troie de la Chine qui passerait par le marché mexicain pour exporter ses produits vers les États-Unis. Donc on sent que Trump va vouloir taper très fort contre le Mexique, qui va vouloir mettre des droits de douane très importants. Il demande maintenant, il propose que le golfe du Mexique soit renommé le Golfe Amérique. C'est une provocation bien sûr sur la souveraineté mexicaine, ce pays qui a été amputé de la moitié de son territoire par les États-Unis au 19e siècle par voie de guerre d'annexion. D'ailleurs, Madame Claudia Sheinbaum a répondu à la bergère au berger en disant que si Trump voulait renommer le golfe du Mexique, elle a proposé de renommer une partie des États américains l'Amérique mexicaine. Enfin, on rentre dans une logique assez préoccupante, dont on verra si elle n'est qu'une rhétorique ou si elle va passer par des actes de la part des États-Unis. Monsieur Trump attend des Latino-Américains qu'ils s'exécutent sur ces exigences qui sont celles d'un arrêt ou d'une retenue des flux migratoires vers son pays, qu'il veut que les pays latino-américains soient plus efficaces selon ses critères et ses exigences en matière de politique de lutte contre le narcotrafic. Et puis, troisième sujet, monsieur Trump exigera des Latino-Américains, mais surtout des Caribéens et des Centra-Américains et Mexicains, justement une politique d'arrêt de coopération avec la Chine. Il exigera la même chose des pays sud-américains, mais c'est moins sûr qu'il y arrive parce que les pays sud-américains sont plus autonomes des États-Unis, mais c'est ce qu'il va exiger. Puis enfin, que fera-t-il avec les trois pays adversaires idéologiques des États-Unis dans la région, Cuba, Venezuela et le Nicaragua? Est-ce qu'il aura une politique de pression maximale, de sanctions renforcées, déjà qu'elles sont très lourdes contre Cuba et le Venezuela? Ce sont les questions ouvertes. Aujourd'hui, l'entourage de Donald Trump est sur une ligne dure sur tous ces trois pays-là, mais Trump ne s'est pas prononcé, et on sait que c'est lui qui décide et que son imprévisibilité est grande. Donc tout est ouvert. On a vu aussi Donald Trump avoir des propos là aussi incendiaires sur le Panama. C'est très sensible, le Panama qui a connu tellement d'interventions américaines jusqu'en 1989, lorsque M. Noriega a été remercié de ses services à Washington par une invasion militaire. Bref, l'affaire du canal de Panama, où M. Trump dit que si les Panaméens ne baissent pas les prix des tarifs qui sont sur les bateaux qui passent par le couloir interocéanique, eh bien, M. Trump n'exclurait pas de récupérer le canal de Panama, parce qu'il considère que les États-Unis, c'est eux qui l'ont construit, ce qui est vrai, d'ailleurs, après l'expérience ratée des Français avec Ferdinand de Lesseps entre 1903-4 et 14, c'est les Américains qui ont construit ce canal, mais il a retrouvé sa souveraineté panaméenne à partir de l'accord de 1977 qui était avec James Carter à l'époque. Bref, en tout cas, M. Trump a un discours qui s'apparente en tout cas à des velléités, des prétentions même hégémoniques et d'interventionnisme qui ne lui ressemblent pas, puisque c'est plutôt le fait de se désengager des terrains secondaires sur le plan militaire qui caractérise son discours en général. Est-ce que c'est des paroles pour avoir un deal disons sur le passage pour les bateaux? Est-ce que réellement il a les intentions territoriales sur Panama? On verra, mais c'est ces questions-là que nous devrons suivre au cours des prochains mois de cette année 2025.